Sawadee krap, sabaidi mai krap. J'ai trop envie d'apprendre le thaï, les gars. J'ai envie d'apprendre le thaïlandais, mais il faut rester focus. J'ai déjà le chinois, et tout le temps que je mettrai à apprendre le thaïlandais, c'est du temps que je pourrais pas mettre dans le chinois. Et sachant que le chinois, c'est une langue que j'ai vraiment envie d'aller chercher le haut niveau avec le mandarin, c'est pas comme le thaïlandais où je pourrais juste l'apprendre pour le parler un petit peu, quoi, pouvoir un petit peu communiquer sur place avec les coachs de boxe thaï ou autres. Mais non, non, je vais pas apprendre le thaï. Mais c'est vrai que j'ai voulu apprendre le thaïlandais parce que là, en fait, je passe beaucoup de temps en Thaïlande. Cette année, je me suis rendu compte, j'ai passé plus de temps en Thaïlande qu'en France. En tout, je suis resté, enfin, j'ai passé 6 mois en Thaïlande cette année. Ça fait beaucoup. Donc je m'étais dit, bah pourquoi pas apprendre le thaïlandais. En plus, plus je passe de temps en Thaïlande, plus je me dis, mais en fait, la langue, elle est jolie. Elle est belle à écouter. Et c'est quelque chose que, enfin, je m'étais pas rendu compte de ça avant. En réalité, j'avais jamais prêté d'importance, enfin, j'avais jamais prêté d'attention au thaïlandais. Mais là, comme j'y passe du temps, je me suis dit, en fait, c'est joli, j'aimerais bien l'apprendre. Et pour tout vous dire, là, au début de mon nouveau séjour à Phuket, hein, c'est le sujet du podcast, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Mais au tout début de mon séjour, je me suis dit, bah tiens, je vais profiter d'être en Thaïlande pour apprendre un peu le thaïlandais. Comme je suis sur place, je pourrais pratiquer en plus en même temps. Donc j'ai téléchargé une application pour apprendre à lire les consonnes, à écrire aussi, parce qu'en fait c'est surtout ça qu'il fallait que je comprenne au début pour apprendre le thaïlandais. Comme c'est une langue qui est vraiment différente du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et tout, la première chose à savoir, c'est de comprendre tout ce foutoir de l'alphabet, comment il marche, les lettres, les consonnes. J'ai regardé quelques vidéos aussi sur YouTube pour comprendre comment ça marchait. J'ai vu qu'il y avait 44 consonnes. Il y a 44 consonnes, elles se ressemblent toutes, elles se prononcent quasiment toutes de la même manière. Bon, j'abuse un petit peu, mais en fait, il y a plein de similarités de lettres qui se prononcent de la même manière. Ça m'a embrouillé, ça m'a fait mal à la tête. J'ai abandonné. Je me suis dit, bon, allez, je laisse tomber parce que, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, ça va prendre du temps sur mon étude du chinois. Et en plus, je vais devoir passer énormément de temps au début pour passer cette frontière, un peu cette montagne que représente l'alphabet thaïlandais, l'écriture, la lecture. Et j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas la patience, j'ai pas non plus d'énormes objectifs avec le thaïlandais, donc je me suis dit, vas-y, je laisse tomber. Et en fait, ça m'a rappelé aussi à quel point le chinois est difficile. Et ça, je m'en rendais pas compte, parce que j'avais l'impression, bon, maintenant ça fait longtemps que je suis en contact avec la langue. J'ai commencé mon premier cours de chinois, c'était au lycée, quand j'étais en seconde, j'avais pris comme option. Même si au lycée, j'étais pas du tout sérieux, et en vrai, ça m'intéressait pas tant que ça, le chinois. Et on avait un prof qui, je vais pas remettre toute la faute sur lui, mais quand même, il était pas super bon pédagogue, il parlait pas très bien chinois, et en plus, il se faisait bully par toute la classe. Enfin, c'était horrible. Le pauvre, mais parce qu'il était un peu spécial et il se faisait pas respecter et on foutait le bordel en cours. Bref. Bon, tout ça pour dire que mes premières années de chinois, j'ai pas appris grand chose. Même, en vrai, j'ai quasiment rien appris. Ces cours-là, je sais même pas ce qu'on faisait, mais on faisait n'importe quoi. Mais bon, j'étais quand même en contact avec la langue depuis ce moment-là, depuis le lycée, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait que maintenant, cette langue est vraiment elle est très familière pour moi. Mais je me suis dit, en fait, une personne qui veut apprendre le chinois là de zéro, la montagne de travail qui l'attend pour juste passer la barrière de ok, je commence à comprendre comment on écrit les caractères, je sais un peu les lire, je sais comment ça fonctionne. J'allais dire l'alphabet, mais il n'y a pas d'alphabet en chinois, mais pour le thaï, c'était ça, c'était l'alphabet. En fait, c'était la première chose à étudier, à comprendre. Et ben, en fait, c'est très difficile le chinois. Enfin, c'est très difficile au début, après, c'est facile. Mais on va dire que tu as une épreuve qui s'appelle les caractères chinois, qu'il faut d'abord passer pour ensuite arriver au moment où le chinois est plus facile. Mais bref, en fait, ce contact rapide avec le thaïlandais qui a duré un jour, ça m'a fait me rappeler que le chinois, c'est très difficile quand on débute. C'est très difficile à aborder. En fait, c'est ça. Le chinois est une langue très difficile à aborder. Et comme le thaïlandais du coup, et c'est ce qui m'a fait abandonner un peu cette petite envie. วันเพ็ญเดือน 12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง Bon, sinon pourquoi je suis retourné en Thaïlande? Je suis retourné en Thaïlande, bon, la plus grosse raison c'est pour la boxe, parce que je voulais
voilà, faire un petit rush d'expérience, là, prendre de l'expérience en boxe thaï, m'améliorer. Mais aussi, il y avait une autre raison, c'était pour un peu avoir la paix. Parce qu'à chaque fois que je vais en Thaïlande ou même en Asie en général, je me sens vraiment en paix, je me sens tranquille, la vie est belle, je suis tout seul, personne m'embête, personne me fait chier, je parle à personne, je fais mes trucs, boxe, je m'entraîne, je me repose, je crée du contenu, j'écris des vidéos, j'écris des trucs. Et puis pour moi, en fait, c'est la vie, c'est la belle vie. La définition de la belle vie, c'est ça. En plus, il y a du soleil, faut l'avouer, hein, c'est une grosse raison aussi, parce qu'en fait, j'étais revenu après la Russie, j'étais revenu en France, j'ai passé l'été en France, et je me disais, ah, j'ai pas forcément envie de rester plus longtemps en France. En plus, ça va être l'hiver, ça va être le moment où la température va commencer à baisser. J'ai envie de repartir, de voyager dans un endroit chaud. Donc, on est reparti en Thaïlande, parce que c'est vrai que mais j'aurais pu continuer la boxe thaï ou prendre de l'expérience en boxe en France. C'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère aller en Thaïlande parce que bon bah déjà c'est la source en fait, c'est apprendre cet art à la source. Et en plus comme je vous ai dit, il fait chaud, j'allais avoir la paix, j'allais être tranquille, profiter aussi des fruits de la Thaïlande. En vrai, ça il faut le dire, mais les fruits en Thaïlande, bon déjà c'est des fruits exotiques et en plus ils sont super bons. Donc voilà, c'est un mélange un peu de tout ça qui m'a fait me dire eh ben Paolo, on va retourner en Thaïlande pour cette fin d'année. On va se faire 3 mois en Thaïlande. Cette fois-ci, je suis allé à Phuket. Je suis allé à Phuket, c'était la première fois que j'ai visité cet endroit de la Thaïlande. En Thaïlande, pour l'instant, j'étais juste allé à donc Koh Phangan, c'est là où je me suis entraîné la première fois et que j'ai fait mon combat. Bon, Koh Phangan, c'est une petite île, j'ai pas pu visiter. Pourquoi? Bah parce que je m'entraînais 2 fois par jour en fait. Et à la fin, quand je m'entraînais plus, j'étais tellement mal avec mon œil qui s'était infecté. Enfin, j'étais trop mal. Du coup, je restais dans mon lit toute la journée. En plus, je ressemble à Frankenstein et j'avais pas envie de faire peur aux gens. Donc, je restais dans ma chambre. J'ai pas du tout visité Copenhague. Je, donc, je sais pas en fait à quoi vraiment ressemble l'île parce que je restais dans le camp pour m'entraîner. C'est dommage, mais j'aimerais bien y retourner une prochaine fois. Ensuite, je suis allé à Bangkok. C'était toujours à ce moment-là, juste après mon combat, avant de repartir en France. Je devais passer 5 jours à Bangkok parce que l'aéroport était là. Donc j'ai passé 5 jours tout seul à Bangkok et j'ai adoré. Même si c'était très rapide, de ce que j'ai vu de Bangkok, j'ai adoré. Je me suis beaucoup promené, j'ai beaucoup visité un peu les rues de Bangkok. Je suis allé dans pas mal de coins, je suis allé à Chinatown et tout. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas tout vu, donc ça me laisse un peu. Ça m'a donné l'eau à la bouche. Et j'aimerais bien y retourner une prochaine fois à Bangkok. J'aimerais vraiment bien y retourner. Parce que j'ai pas tout vu et je sais que c'est énorme. Je crois même que c'est la. J'avais entendu dire que c'est la ville la plus visitée au monde, je crois. Ensuite, je suis retourné en Thaïlande et là où je suis resté le plus longtemps, c'est à Chiang Mai. Donc c'est une autre grande ville en Thaïlande dans le nord. Il y a pas de plage comme à Koh Phangan ou Phuket. J'ai bien aimé Chiang Mai. Et en fait, là, les gars, j'ai envie de vous faire un peu le gars qui vous présente la Thaïlande, mais je suis le pire touriste du monde. Parce que à chaque fois que je vais en Thaïlande, en fait, c'est juste pour rester dans les salles. C'est juste pour faire de la boxe. En fait, je visite très peu les villes où je vais en Thaïlande. C'est juste salle de boxe et les night markets pour manger de la street food. Mais c'est tout. Bon, mais sinon, cette fois-ci, je suis allé à Phuket. J'avais envie de tester Phuket. Parce que j'avais un a priori bizarre par rapport à cette ville, parce qu'en fait j'avais entendu dire que c'était, bon, pas forcément la meilleure ville de Thaïlande pour la boxe, parce que je pense que Bangkok ça reste quand même le, le meilleur endroit, comme c'est la capitale, mais je savais qu'il y avait énormément de salles de boxe, qui avaient beaucoup de hype, qui étaient très connues, qu'on voyait un peu partout sur les réseaux, donc là je vais vous parler de Tiger Muay Thai, de Bang Tao, c'est des salles déjà qui font du contenu sur Instagram, sur les réseaux, qui ont énormément d'abonnés. Je les vois passer tout le temps dans mon feed. À Bang Tao, il y a plein de stars de MMA ou d'autres combattants qui font des stages là-bas. Ils font plein de vidéos. Tiger Muay Thai, pareil, il y a plein de combattants qui vont s'entraîner là-bas. Donc c'est des noms, c'est des grosses salles, c'est des noms assez connus de salles de boxe en Thaïlande. Donc j'ai cru comprendre par là que c'était quand même un endroit où si tu voulais t'entraîner, si tu voulais progresser en boxe ou même en MMA en général, c'était une ville dans laquelle bah, on te conseillait d'aller.
Mais en même temps, j'avais cet a priori comme quoi Phuket, c'était un peu la ville avec Pattaya du tourisme sexuel. Donc en fait, dans ma tête, il y avait des trucs qui allaient pas ensemble. Je me disais, mais attends, ça veut dire que c'est quoi cette ville C'est en fait, t'as une rue où un côté, t'as que des salles de fous, et à côté, c'est que des bars avec des prostituées. Donc j'arrivais pas à comprendre en fait. Et bon, déjà, Phuket, c'est très grand. En réalité, c'est très grand. C'est pas juste un petit quartier ou une petite ville. Bon, en fait, il y a un petit quartier à Phuket où il y a tous les trucs avec les prostituées, les bars, l'alcool, les soirées, la musique, tout ça. Mais en fait, c'est très grand et t'as d'autres coins assez paisibles avec la plage. Moi, c'est là où j'habitais, près de Rawai, d'ailleurs, un coin que j'ai adoré. Vraiment, je me sentais en paix là-bas et j'avais ma salle de boxe qui était juste à côté. Et t'as un endroit aussi qui s'appelle Chalong où il y a toutes les salles de boxe avec notamment Tiger Muay Thai et une rue qui s'appelle, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais c'est la rue où il y a toutes les salles de sport, pas forcément de boxe, mais de crossfit, de muscu, tout ça. Il y a plein de bars et de restaurants qui sont exprès, en tout cas marketés un peu pour les sportifs, les go muscu, avec des smoothies, des shakers aux protéines, des repas un peu healthy, tout ça. Donc voilà, c'est un peu le paradis des sportifs en réalité. Donc voilà, Phuket c'est très grand. J'y suis resté 3 mois pendant mon séjour et je dois avouer que là, avec le recul, je pense que c'est ma ville préférée en Thaïlande. C'est l'endroit où j'ai préféré en Thaïlande parce qu'il y a aussi les plages. Bon, je vous ai dit, je sortais pas beaucoup à part pour aller dans les salles de boxe, dans les salles de sport. Je suis quand même allé un peu à la plage. J'y suis allé 3 fois. En 3 mois, c'est pas beaucoup. Mais ouais, Phuket, franchement, top. J'ai bien aimé. Bon, ce qui joue aussi pas mal dans la balance, dans ma décision de dire que c'est ma ville préférée en Thaïlande, c'est que la salle dans laquelle je suis allé, la salle de boxe dans laquelle je me suis entraîné, elle était, elle était fantastique. C'est la meilleure salle de boxe dans laquelle je suis allé en Thaïlande. Bon, j'ai pas fait toutes les salles de Thaïlande. En tout, j'ai dû en tester 10. Donc ça me donne quand même un bon échantillon pour pouvoir juger et donner justement ce jugement. Mais la salle dans laquelle je suis allé, je vais vous en parler un peu plus après dans le podcast, c'est la meilleure salle que j'ai pu tester. Elle était trop bien. Et c'est surtout ça qui fait du coup que je dis que Phuket est mon endroit préféré en Thaïlande. Parce que quand je vais en Thaïlande, je fais que ça en fait. Je, je vais pas ailleurs, je visite rien du tout, j'ai rien visité, je me suis juste entraîné. Dès que je suis arrivé en Thaïlande, là, dans les premières semaines, j'ai eu un sentiment un peu bizarre que j'avais déjà eu en début d'année quand j'étais reparti en voyage, quand j'étais parti en voyage. C'est un sentiment de culpabilité, de me dire que là, j'ai atteint la liberté que je voulais atteindre, enfin je suis libre comme je l'entendais à l'époque quand j'avais 18-19 ans. D'ailleurs je vais vous expliquer un peu pour moi ma définition de liberté que j'avais à l'époque et que j'ai atteint aujourd'hui. Je vis vraiment la vie, ma vie idéale en fait comme je l'imaginais, la vie parfaite. Mais certains de mes proches, ma famille, n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et je me sentais coupable de pouvoir profiter de cette chance, de cette liberté, sans que certaines personnes que j'aime, des personnes à qui je tiens, puissent faire de même, puissent être avec moi. Ça fait que j'avais du mal à apprécier le moment, à apprécier l'endroit dans lequel j'étais, alors que j'ai eu ce que je voulais il y a 7-8 ans. Et je me suis dit, comme quoi, on a beau avoir atteint notre objectif ultime, on a beau avoir ce qu'on a toujours voulu avoir, et en fait, il y aura toujours des merdes qui vont arriver et qui vont nous faire chier et qui vont nous pourrir l'esprit, nous pourrir la tête et qui vont nous empêcher de profiter en fait de, du cadeau qu'on a, en fait, de la chance qu'on a d'avoir atteint notre objectif ultime. Donc encore une fois, en fait, j'ai eu la preuve que l'humain est toujours insatisfait et que le jeu n'est jamais fini. En fait, on n'a jamais fini. On a toujours envie d'aller chercher plus loin, d'avoir autre chose, alors qu'on a ce qu'on a toujours voulu avoir. Ouais. Mais bon, voilà, c'était juste un peu un petit travail à faire sur moi-même de gratitude, de me dire que, bon, là, Paolo, ferme-la, arrête d'être chiant, en fait, profite, et de la gratitude envers ce que tu as, ce que tu as réussi à atteindre, la liberté que tu as réussi à avoir, profite sur le moment, s'il te plaît. Et ok, peut-être que bon là, ta famille ou des gens que t'aimes n'ont pas la liberté que t'as, ne sont pas dans la situation que tu as.
et ben c'est pas grave, ça sera ta prochaine mission, hein. Si tu veux, si ça te tient vraiment à cœur, et oui, ça me tient à cœur, et ben tu partiras en mission pour, euh, pour permettre aux gens que t'aimes d'avoir cette liberté. Mais pour l'instant, fais pas chier, ferme-la et profite. Et sinon, ouais, pour vous parler un peu de la liberté, je trouve que c'est super important de parler de ça parce que y a, tout le monde a une définition différente de la liberté. Et si, par exemple, là, aujourd'hui, il y a un clochard qui vient me voir, un clochard un peu sage, un peu en mode Diogène en fait. Il y a Diogène qui vient me voir, il commence à regarder comment je suis habillé, comment je suis coiffé, il soulève mon bras, il renifle mes aisselles, il me dit non, là Paolo t'es pas libre, vu comment t'es stylé, vu comment t'es bien habillé, vu comment tu portes de l'attention à tes vêtements, euh, t'as mis du parfum, tu sens bon, arrête de me dire que t'es libre. Si t'étais vraiment libre, tu t'en foutrais du regard des autres et tu sortirais pas lavé, pas coiffé, mal habillé, tu t'en fous, t'as deux chaussures différentes, t'en as rien à faire. Là, t'es pas libre parce que t'attaches encore trop d'importance au regard des autres. Et il aurait raison. Il aurait raison. Je suis pas complètement libre de ce point de vue-là. Parce que j'ai envie d'être bien vu par les gens dehors et par la société. Mais je lui répondrai, frère, t'as raison, mais j'ai pas envie de jouer à ton jeu de clochard. Au premier sens du terme, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Oui, peut-être que je suis pas 100% libre à tes yeux, c'est vrai, t'as raison, mais ça m'intéresse pas de jouer à ton jeu. Moi, la liberté, je vais t'expliquer ce que c'est. Et du coup, je vais t'expliquer, là, je vais vous expliquer ma liberté qui, en fait, est composée de trois trucs. Pourquoi je dis que je suis libre aujourd'hui, même si je suis pas libre aux yeux du clochard full sagesse. La première chose, c'est que quand je vais faire mes courses, je me soucie pas du prix, je regarde pas le prix, euh, j'achète ce que je veux et je suis pas là en mode me dire non, je peux pas acheter ça parce que c'est trop cher. Ça, en fait, c'est vraiment ce qui va euh, mettre le seuil, c'est avec ça que je vais pouvoir me dire ok, financièrement, je suis libre. Moi, c'est mon marqueur. La deuxième chose, c'est la liberté géographique, de pouvoir me dire ok, je peux être là où je veux, quand je veux. Et en fait, quand on parle de liberté géographique, on pense souvent à, en fait, ça te permet de voyager partout dans le monde, de visiter plein de pays. Moi, je pense que c'est pas que ça. C'est aussi pouvoir se dire, donc être libre géographiquement, c'est aussi pouvoir se dire, juste en France, hein, ok, là, à telle période de l'année, je peux rester à tel endroit en France, proche de tel membre de ma famille ou de tel groupe de potes. Et si je veux, la semaine prochaine, je peux aller dans un autre endroit en France, pas forcément très loin, mais je peux y aller, je peux y rester, et là je vais pouvoir passer du temps avec un autre membre de ma famille ou une autre partie de ma famille. Pour moi, la liberté géographique, c'est aussi ça, et il faut pas oublier que c'est aussi ça. C'est pas que aller à Bali en fait. La troisième chose, qui pour moi est la plus importante, c'est la liberté créative. C'est de me dire, tous les matins quand je me lève, ok, là, je peux faire ce que je veux. Je peux bosser sur ce que je veux. Je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui va me dire, là aujourd'hui, tu dois aller à tel endroit pour faire telle tâche. Ça, pour moi, c'est ma plus grande richesse. C'est pour ça aussi que je fais ce métier de créateur de contenu. C'est pour ça que, en fait, depuis que j'ai terminé le lycée, j'ai voulu designer ma vie dans ce sens-là. C'est pour pouvoir faire ce que je veux. Et j'ai envie d'en faire des choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et je suis trop heureux d'avoir ce truc-là, en fait, la liberté créative. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il s'est passé un truc drôle récemment, c'est que quand moi j'étudie le chinois en ce moment, ce que je fais, c'est que soit je lis des articles, ou alors je regarde des vidéos sur YouTube, et quand je vois un mot que je connais pas et que j'ai envie d'apprendre, je le prends et j'en fais une flashcard. Sauf que la flashcard, bon, petit tips comme ça, mais en fait, il faut pas la faire juste avec le mot, il faut la mettre dans un contexte avec une phrase. Et moi, ce que je fais, la règle que je me suis imposée en ce moment, c'est que le mot que je vais apprendre, j'en fais 4 à 5 phrases que je mets dans Anki, donc mon logiciel de flashcard, pour les apprendre. Et là, j'étais tombé sur le mot, en regardant une vidéo, j'étais tombé sur le mot liberté financière en chinois. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai envie de l'apprendre, ça peut toujours servir, c'est un mot que je peux utiliser dans ma vie de tous les jours. Et du coup, pour créer des phrases que je vais apprendre avec mes flashcards, j'utilise ChatGPT. Je lui demande de m'aider. Donc en gros, j'ai ouvert une page sur ChatGPT et je lui ai dit, ok, maintenant je vais te donner un mot et tu vas me créer 7-8 phrases à partir de ce mot-là. Et petit bonus, je te dis, mes centres d'intérêt, c'est
Internet, la création de contenu, l'histoire, l'entrepreneuriat, la philosophie, tout ça. Je lui donne plein d'infos sur moi, comme ça il fait des phrases que je peux utiliser dans la vie de tous les jours. Et du coup, je le fais avec le mot Caifu Ziyou, qui veut dire liberté financière en chinois. Et ChatGPT, hyper smart, il me sort la phrase qui est 很多人误解了财富自由，认为知识有很多钱. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la liberté financière. Ils pensent que c'est juste avoir beaucoup d'argent. Et je me suis dit, ça c'est mon gars, ChatGPT, il a compris le truc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être libre financièrement, c'est avoir énormément d'argent. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. Tu peux être libre financièrement avec moins d'argent que ce que tu penses là aujourd'hui. Parce que souvent, avoir beaucoup d'argent, ça veut dire aussi avoir beaucoup de responsabilités et de problèmes, en fait. Donc, c'est peut-être contre-intuitif, mais avoir beaucoup d'argent, des fois, ça veut dire aussi sacrifier une partie de sa liberté. Voilà, je trouvais ça intéressant, j'avais envie de le partager avec vous. Et d'ailleurs, je suis curieux aussi de savoir, pour vous, ça veut dire quoi être libre? Donnez-moi votre définition de la liberté dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou autre, sur Spotify, je crois qu'on peut laisser des commentaires. Dites-le moi, je suis très curieux, et en même temps, faites d'une pierre deux coups, mettez 5 étoiles au podcast aussi. Ça pourra l'aider, ça pourra m'aider. Merci. On parle de liberté et de voyage, il faut que je vous parle de Monteur Pro. Là, on reste dans le thème, qui est l'accompagnement que j'ai co-créé avec un ami à moi, Paul, que je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai fait beaucoup de projets. On a fait ensemble un accompagnement pour aider les gens à apprendre le montage vidéo et à en faire leur métier. En 3 à 6 mois, ils apprennent toutes les compétences nécessaires pour devenir un monteur vidéo et à commencer à travailler dans ce secteur-là. Je vous parle de ça parce que, en réalité, le montage vidéo, c'est une excellente porte d'entrée pour avoir accès à une certaine liberté. Bon, déjà, la liberté géographique, parce que c'est un métier qu'on peut faire de n'importe où. Et aussi, c'est un bon moyen de commencer à se créer une liberté un peu plus complète, on va dire. Parce qu'avec le montage vidéo, on peut organiser soi-même son emploi du temps, quand est-ce qu'on travaille, et du coup, ça laisse du temps si jamais on veut développer un autre projet qui nous donnera un peu plus de liberté. Ou alors, juste, si on adore le montage vidéo, qu'on est quelqu'un de créatif et qu'on adore ça, on peut faire carrière dans le montage vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Allez y jeter un coup d'œil. Et en gros, l'offre qu'on fait avec Monteur Pro, c'est qu'on permet aux gens d'apprendre le montage vidéo en 3 à 6 mois. Les gens sont formés avec toutes les compétences nécessaires pour devenir un excellent monteur vidéo. Et notre objectif avec Paul, c'est vraiment de former les meilleurs monteurs sur le marché, parce qu'on a 2 profils qui se complètent très bien. Paul, lui, c'est un ancien monteur vidéo. Bon, maintenant, il a une agence parce qu'il a très vite passé le cap, en fait, de ce que tu peux faire en monteur vidéo freelance, en termes de clients que tu peux avoir et d'argent que tu peux faire. Lui, il est arrivé au cap maximum, donc c'est pour ça que maintenant, il a une agence et on a créé ensemble l'accompagnement. Donc, il peut transmettre toutes les compétences techniques de montage vidéo et aussi business, comment avoir des clients et garder ses clients. Et moi, à côté, j'ai le profil plus créateur de contenu, je donne toutes mes techniques de storytelling, j'apporte ce côté-là de storytelling pour créer des bonnes vidéos. Et en fait, avec ce mix de toutes ces compétences, on est en train de créer, là, depuis mai 2024, une armée de monteurs excellents, des meilleurs monteurs sur le marché. Bon, et mon programme en Thaïlande, comment ça s'est passé? Mon programme sportif, je vais vous parler de ça un peu, c'était un mélange de musculation classique, comme je faisais, et de boxe. J'ai pas fait que boxe parce que je suis en train de terminer un cycle en muscu, en entraînement hypertrophie, avant de changer pour un entraînement qui va être plus complet, on va dire. En fait, en ce moment, je m'intéresse pas mal à la préparation physique en général, la prépa physique, pour développer d'autres qualités, en fait. Pas que l'hypertrophie, donc faire grossir ses muscles, mais aussi la vitesse, le cardio, la puissance, tout ça, plein d'autres trucs. Et ce sujet est passionnant. Ça me fait découvrir un nouvel aspect de l'entraînement et je regagne de l'enthousiasme justement par rapport à l'entraînement parce que j'explore un nouveau domaine. J'en avais un peu ma claque de la musculation, de l'hypertrophie, et en fait, j'étais tellement pas renseigné, j'avais tellement pas de connaissances par rapport à l'entraînement que je pensais qu'il y avait que ça.
Et à l'époque, en plus, je pensais que j'avais raison, en fait. Je savais pas que je savais pas. Donc voilà, je suis dans une nouvelle période où j'adore m'entraîner, comparé à il y a quoi 2 3 ans où je faisais même des vidéos où je parlais de ça. D'ailleurs, en les revoyant, ça fait mal parce que je me disais, mais Paolo, juste, tu regardes pas le problème du bon sens, intéresse-toi à d'autres choses. Il n'y a pas que ce que tu fais en fait, et tu ne sais pas tout. Donc va te renseigner, va apprendre d'autres choses. Et voilà, tout ça pour dire que après que j'aurai fini mon cycle de musculation, je vais commencer un cycle où je vais m'entraîner différemment. Et j'ai vraiment hâte. Sinon, en attendant, bah, à côté du coup, je faisais de la boxe parce que j'ai envie de m'améliorer techniquement. C'était surtout pour améliorer ma technique. J'ai envie de devenir vraiment bon en boxe parce que c'est un sport qui me plaît et ça me demande aucun effort. Du coup, je creuse vers ce sens-là en fait. Je sens que ma curiosité, mon envie, tout, mon enthousiasme me dirige vers ce côté-là. Donc j'y vais, je fonce dedans. Et là aujourd'hui, les gars, je vous le dis, je suis tombé dans la marmite. Je suis tombé dans la marmite de la boxe thaï. Mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas pu m'entraîner à fond comme je l'imaginais pendant 3 mois parce que j'ai eu un petit problème en rentrant en France du Daghestan. En fait, j'avais une petite coupure qui s'est infectée à un moment quand on était dans une salle et ça s'est transformé en giga staphylocoque. Au début, c'était un petit truc. De toute façon, je vais publier un réel là cette semaine, donc vous allez voir à quoi ça ressemblait, qui a grossi jusqu'à avoir la taille d'une pièce de 2 euros. En fait, c'est un endroit sur la peau, donc à côté, sur ma tempe, un endroit où en fait ça devient tout sec. C'est assez bizarre, c'est vraiment pas beau. Et en tout, ça a duré 2 mois, 2 mois et demi, même plus, jusqu'à ce que je retourne en Thaïlande. En fait, pendant que j'étais en France, jusqu'à ce que je retourne en Thaïlande, j'avais ce truc-là. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à Phuket, j'ai pas pu m'entraîner directement. J'ai dû attendre de soigner tout ce bordel. Et du coup, là, on va partir sur un petit tuto infection, au cas où si ça vous arrive, parce que j'ai fait des grosses erreurs qui ont fait que j'ai pas pu me débarrasser rapidement de ce machin, de ce staphylocoque. Comme ça, si ça vous arrive, vous n'allez pas avoir le même problème que moi. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en France, bon, bah, dès que j'ai vu que j'avais ce truc-là à côté de mon oreille, je suis allé voir un docteur. Je suis allé voir 2 docteurs en tout en France, non, même 3. Et ces 3 docteurs m'ont donné des traitements, m'ont donné des antibiotiques, parce que c'est comme ça que ça se traite, c'est comme ça que ça se soigne. Ils m'ont donné des antibiotiques pendant, c'était entre 7 jours et 10 jours. Et à chaque fois que je prenais le traitement, j'allais au bout, je le finissais, je voyais que le staphylocoque ne s'était pas empiré, que c'était un peu plus joli, on va dire que ça commençait à disparaître, et à la fin, il me restait des petites rougeurs ou des trucs comme ça, et je me disais, à la fin du traitement, bon bah ça y est, c'est bon, peut-être qu'on le voit un petit peu encore, mais en tout cas c'est mieux qu'avant, donc ça va disparaître automatiquement. Et à chaque fois, j'attendais 3 4 jours, j'attendais qu'il disparaisse complètement, et en fait pas du tout. Au contraire, le truc devenait de plus en plus gros, et il commençait à se multiplier. Parce que j'avais ça aussi sur mon avant-bras, sur mon avant-bras. Et sur mon visage, il y en avait sous mon œil, le truc sur ma tempe, en fait, ça s'est divisé en deux. J'en avais même dans la barbe et tout. Ça faisait flipper. Donc à chaque fois, je retournais au médecin, il me redonnait un traitement, et ça faisait le même cycle, en fait. Ça faisait toujours la même chose. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que à chaque fois que le traitement était fini, alors que le staphylocoque n'était pas complètement parti, j'attendais quelques jours pour être sûr, et ensuite je retournais voir le médecin. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est directement à la fin du traitement, ne pas attendre et revoir le médecin et dire oh hop hop hop, là c'est pas complètement parti, donne-moi des nouveaux antibiotiques ou donne-moi quelque chose pour que ça dégage. Et cette erreur, je l'ai faite pendant 2 mois quand j'étais retourné en France avant de partir en Thaïlande. Et là, mon 3e traitement, il se terminait pile le jour où j'arrivais à Phuket. Et donc là, je suis à Phuket, je me regarde dans la glace, je vois que c'est pas parti alors que j'ai repris un traitement. Et je me dis, bon, bah, Paolo, tu vas devoir consulter en Thaïlande. Et j'avais un peu peur parce que je me disais, bon, bah là, c'est plus comme la France. Je sais pas s'ils vont bien pouvoir s'occuper de moi. Est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce que j'ai? Voilà, bref, je flippais un peu, je flippais un peu pour ma santé, en vrai. Je décide d'aller dans une pharmacie juste à côté de Tiger Muay Thai, donc dans la rue où il y a toutes les salles de boxe, parce que je me dis, des gens, des combattants, des mecs qui s'entraînent
avec des infections bizarres, des staphylocoques. La pharmacienne, elle a dû en voir passer des tonnes et des tonnes, donc elle va savoir comment m'aider. Je lui montre ce que j'ai sur mon visage et mon avant-bras, elle me dit qu'elle peut pas m'aider et que je dois aller dans un hôpital à Phuket voir un dermatologue pour que lui me donne quelque chose et que je m'en débarrasse. Je vais dans cet hôpital, toujours avec un peu de stress, parce que je me demande s'ils vont réussir à me soigner. Parce que là, en fait, le problème, c'est que quand tu as une bactérie comme ça, ou je sais pas si c'est une bactérie, ou un champignon, ou je sais pas quoi, une maladie, et que tu prends des médicaments pendant une longue période et que ça marche pas, bon, je suis pas un pro-médecine, mais de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que, en fait, ton corps, il s'habitue aux médicaments que tu prends, et ils sont de moins en moins efficaces. Donc je me disais, si là, même si on me donne un médicament efficace, mon corps, entre guillemets, il se sera habitué à recevoir certains médicaments, j'en sais rien, et du coup, peut-être que les bons médicaments seront moins efficaces et que je vais pas réussir à me soigner. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais finalement, grosse surprise, parce que je vois un dermatologue qui me donne une crème super efficace. Il me dit de la prendre en 2 semaines, et en 2 semaines, c'est réglé. Comme par magie, alors que je galérais en France. Là, en fait, il a fallu que j'aille en Thaïlande pour qu'on me donne une crème efficace, un traitement efficace, alors qu'en plus, en France, il y a certains docteurs, un des 3 docteurs que j'avais vu, qui m'avait dit non, non, faut pas mettre de crème, ça sert à rien, faut juste prendre des antibiotiques. Bon, bah finalement, en Thaïlande, on s'est bien occupé de moi. Et ça a un peu balayé tous les clichés et les a priori que j'avais par rapport aux hôpitaux et à la médecine en Thaïlande, parce que je croyais que c'était un peu des boui-boui, ou que, je sais pas, technologiquement, ou au niveau des connaissances, des médicaments, ils n'étaient pas autant au point qu'en France et que même en Europe, et que peut-être, en fait, en sortant de l'hôpital, j'allais avoir une nouvelle maladie. C'est un peu les a priori que j'avais par rapport à la médecine et aux hôpitaux en Thaïlande, et au final, pas du tout, parce que quand je suis rentré dans l'hôpital, alors déjà, il était super clean, il était propre, et je dirais, en fait, encore mieux entretenu que certains hôpitaux en France. Bon, sûrement parce que c'était privé, mais vraiment, il était trop stylé. Il y avait même des petites bouteilles, des jus de fruits, des cafés gratuits. En fait, il y avait tout. Et le personnel parlait anglais. Avec eux, je pouvais communiquer. Bon, le docteur, le dermatologue parlait anglais, mais tout le reste du personnel parlait un anglais. Bon, pas parfait, mais en tout cas, je pouvais communiquer avec eux, et il n'y avait pas de problème sur ça. Et autre chose, c'est que je suis rentré dans l'hôpital en début d'après-midi. Trois heures après, je ressors, j'ai vu le dermatologue et j'ai mon traitement. Alors qu'en France, je suis jamais allé chez le dermatologue, mais de ce qu'on m'a dit, déjà pour avoir un rendez-vous, faut attendre genre 2 3 mois. Là, dans l'après-midi, j'étais pris en charge, j'avais pas pris de rendez-vous sur internet, j'avais rien pris, j'étais venu comme ça en tongs et en short, mais littéralement. Et 3 heures après, je vois le dermatologue et il me donne mon traitement, un traitement qui marche, et tout est réglé. Du coup, bon bah voilà, là je vous le dis, si jamais vous devez aller dans un hôpital ou vous faire soigner en Thaïlande, vous inquiétez pas, franchement, tout va bien, les hôpitaux, les cliniques sont propres, c'est professionnel, vous êtes bien pris en charge. Bon, par contre, faut payer, hein. Si vous avez une assurance en France ou je sais pas quoi, vous pouvez être remboursé, mais sur place, faut payer. Mais sinon, franchement, rien à redire sur ça. Et puis, en vrai, j'avais déjà eu une première expérience dans une clinique en Thaïlande quand j'étais à Koh Phangan qui s'est très bien passé. Bon, j'avais eu un problème à mon œil qui s'était infecté parce que, en fait, le mec qui m'avait soigné, qui m'avait recousu, c'était pas un médecin, c'était un mec comme ça. Je sais pas d'où il sortait. Et en fait, ça s'est mal passé parce que, en fait, je me suis fait recoudre à côté du ring. Là, c'était dans une gigantesque soirée. Le mec, je sais pas, il avait pas les mains propres ou j'en sais rien. Du coup, ça s'est infecté. Bon, là, ça s'est mal passé. Mais sinon, après, quelques jours après, j'ai dû aller dans une clinique, justement, parce que mon œil s'était infecté. Il fallait que je retire les points de suture et que quelqu'un enlève tout le pus qu'il y avait dans mon œil et qu'on me refasse des points de suture. Du coup, je suis allé dans une clinique privée. Et pareil, ça s'est super bien passé. En une après-midi, je crois que c'était la matinée, je sais plus, bref, le gars s'est bien occupé de moi, tout était très propre, professionnel, je suis ressorti avec l'œil soigné et des nouveaux points de suture, tout s'est bien passé. Et en fait,
j'avais, avant de beaucoup voyager, j'avais cette a priori, cette pensée un peu que si je sortais de la France, j'allais être dans la merde, ma santé allait être en danger. Parce que j'avais cette impression, je ne sais pas d'où ça sort, mais que le système médical en France est parfait et que je crains rien. J'avais l'impression d'être immortel et c'est pendant mon premier voyage en Asie, donc quand je suis allé à Taïwan pour mon échange universitaire il y a quelques années, où j'ai commencé à me dire, ah mais en fait Paolo, là ta santé elle peut être en danger. T'es pas immortel et il peut t'arriver une connerie. Si tu dois aller à l'hôpital, des a priori que j'avais, je pensais que ça allait être le boui-boui, que ça allait être dégueulasse, juste parce que c'était en Asie en fait. Mais pas du tout. Bon, je suis pas allé dans un hôpital à Taïwan, mais après mes 2 expériences médicales là en Thaïlande, mais pas du tout. Tout ce que je pensais était faux. En réalité, en Asie, bon, j'ai pas fait tout l'Asie, mais bon, de ce que j'ai fait, en tout cas en Thaïlande, les hôpitaux sont très bien, et si vous devez aller vous faire opérer ou vous avez un problème en Thaïlande, vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que même là, après avoir comparé la Thaïlande et la France, je peux dire un peu quand même que bah, les hôpitaux, bah, ils sont mieux, allez, on va le dire, ils sont mieux qu'en France. J'ai été mieux pris en charge, j'ai été mieux soigné, et l'hôpital est plus propre et mieux entretenu, voilà. Une fois que cette histoire de staphylocoque était terminée, il fallait que je trouve une salle pour m'entraîner. Je comptais tester plusieurs salles pour voir dans laquelle j'allais rester pendant tout mon séjour au Thaïlande. Finalement, j'en ai testé une, la première que j'ai testée, et je suis resté pendant tout mon séjour parce qu'elle était trop bien. C'était la salle parfaite pour moi à ce moment-là. Et je vous expliquerai à la fin du podcast pourquoi, pour moi, c'était une excellente salle et vous donner quelques tips, si jamais vous allez en Thaïlande pour apprendre la boxe thaï, comment choisir une bonne salle de boxe. Comme ça, vous n'allez pas gâcher votre séjour si jamais vous venez pour vous entraîner. Et donc, je reste dans cette salle et je décide de faire un mix entre cours collectifs et cours privés. En gros, dans les salles de boxe en Thaïlande, vous pouvez prendre ces 2 types de leçons. Les leçons de groupe, c'est des leçons où vous allez être avec plusieurs personnes. Généralement, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Et les cours vont se passer à peu près toujours de la même manière. Ça va changer des fois en fonction du club, mais en gros, vous commencez avec de l'échauffement cardio, donc ce sera soit courir, soit de la corde à sauter. Après, on aura du stretching. Ensuite, ce sera du travail au sac. Ensuite, du travail au PAO. Et ensuite, là, ça va changer en fonction des jours. Moi, dans mon club, c'est en fonction des jours. Donc, ça peut être sparring Muay Thai, sparring juste boxe anglaise, clinch. Ça peut être aussi juste pratique de la technique, en fait, apprendre de la technique, des techniques de boxe, de boxe thaï. Donc, en fait, vous êtes avec un partenaire et vous faites des drills. Ça, c'est les cours de groupe. Les cours privés, bon, bah, c'est facile à deviner, hein, vous êtes avec un prof. Généralement, là, ça dure moins de temps, c'est 1 heure, vous êtes juste avec un prof, tout seul, et il s'occupe de vous pendant 1 heure, il vous fait travailler. Donc là, ça va, en fait, la séance va changer en fonction du prof, en fait, comment lui, il aime travailler, et en fonction de vous aussi, si vous prenez plusieurs leçons avec lui, ben, il va vous connaître, et il va pouvoir adapter sa leçon par rapport à vous, et ce qu'il a envie de vous enseigner. Je fais 2-3 cours collectifs dans cette salle, et comme je vous ai dit, je décide d'y rester parce qu'elle était très très bien. Et je me dis, bon bah là, Paolo, ça serait bien que tu commences à aussi ajouter les leçons privées dans ton planning. C'est ce que tu voulais faire pour progresser un peu plus rapidement. Mais je savais pas vraiment vers quel prof aller. Ils étaient tous un peu bien, mais je savais pas comment faire mon choix. Et au final, après 2-3 entraînements, justement, il y a un coach à la fin d'un cours, un coach avec qui j'avais tourné au PAO. Il vient me voir. On discute et il me close. C'est lui qui vient et il me close. Et je finis par prendre des leçons avec lui. Je suis resté avec lui pendant les 2 mois. J'ai pris que des leçons avec ce prof-là. Ça s'est super bien passé. Il était trop sympa. Il s'est bien occupé de moi. Et il était vraiment trop drôle parce que je sais pas s'il fait ça avec tous ses élèves, mais il m'envoyait souvent des messages sur Instagram. On discutait souvent. Et il me demandait si j'avais bien dormi, si je me reposais bien. Et à chaque fois, il me sortait une phrase, il me disait « Ouais, est-ce que t'as mangé du riz ?» Au début, je comprenais pas. Et en fait, je me dis, c'est peut-être
Parce qu'en fait, ouais, voilà, ça j'ai oublié de vous le dire, mais en gros, il parlait très très mal anglais. Et on était obligé d'utiliser Google Traduction. Mais vraiment, il parlait trop mal anglais. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait si peu de connaissances en anglais, même les trucs de base, hein. Et du coup, on était obligé d'utiliser Google Traduction pour communiquer. Et quand on parlait sur Instagram, en fait, il m'envoyait des copier-coller de Google Traduction. Et je crois que dans certaines langues asiatiques, je crois que c'est en coréen, quand tu demandes à quelqu'un s'il va bien, en fait, la phrase que tu utilises, c'est est-ce que tu as mangé du riz? Je crois qu'il y a un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons, et peut-être qu'en thaïlandais, c'est la même chose, et du coup, lui, en fait, il me demandait si ça allait bien, si tout allait bien de mon côté, et en fait, Google Traduction, il lui sortait la traduction, justement, est-ce que t'as mangé du riz? Est-ce que t'as bien mangé du riz? Trop marrant, à chaque fois, il m'envoyait ça, trop drôle. Et là, là, je suis revenu en France il y a une semaine, et hier, il m'a appelé sur Instagram. Trop drôle, trop drôle. Donc il prend des nouvelles, vraiment c'était un top ce prof, vraiment humainement et pédagogiquement, ça s'est super bien passé. Et forcément, les leçons privées comme ça, juste avec un coach, c'est plus cher que les leçons de groupe, même si le temps est plus court, hein, c'est que 1 heure contre 1h30 à 2 heures. Et du coup, pour vous donner un peu les prix, les leçons privées, je payais, je crois que c'était 25 euros. Et les leçons de groupe, c'était aux alentours de 13 euros. Pour les leçons privées, 25 euros, je sais pas trop si c'est cher comparé à la France, je sais pas trop. En tout cas, c'est bon, c'était plus cher que les sessions de groupe. C'est plus cher, mais je trouve que c'est plus rentable parce que c'est 1 heure où le coach n'est qu'avec toi, il s'occupe que de toi, il te donne toute son attention, il est focus sur toi. Donc forcément, tu progresses plus vite. Et ouais, c'est un investissement que j'ai décidé de faire parce que j'ai envie d'aller vite dans l'apprentissage de la boxe, parce que je commence tard en vrai. Donc je dois rattraper. Il y a beaucoup de temps à rattraper. Et le raccourci pour apprendre vite, c'est de prendre des leçons en 1-1 avec un coach. Voilà, c'est le seul raccourci dans toutes les compétences que tu vas apprendre. Et moi, c'est un investissement que je décide de faire là dans mon éducation martiale. Voilà. Ne te vante pas de ta technique, du prestige de ton maître ou de la perfection de ton style. Je vais vous parler un peu de mes progrès parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir passé un cap là dans mon apprentissage de la boxe thaï. Je me suis entraîné dans un club de MMA là près de chez moi parce que je suis retourné en France et j'avais envie de m'entraîner, de continuer justement. Et c'était un cours de striking. Donc même si c'était un cours de MMA, des fois ils ont des cours uniquement de striking. Donc j'y suis allé. Et franchement, je suis plutôt content de moi dans les sparring que j'ai pu faire. Au niveau pied-point, je vois que la boxe thaï m'a donné beaucoup d'armes qui me permettaient de rivaliser avec des mecs qui faisaient du striking en MMA. Donc je suis très content. J'ai adoré, je prends énormément de plaisir dans le sparring. Bon, après, quand ça reste debout, parce qu'on a eu des moments où on allait au sol, et quand les mecs m'amenaient au sol et qui commençaient à essayer de me faire des soumissions, je parlais chinois. J'étais en mode Jiao Ming, Jiao Ming, 我不知道我应该做什么. Ouais, c'était un peu chaud. Je savais absolument pas quoi faire, mais c'est normal, hein, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, le jiu-jitsu brésilien. Après, bon, je connais le armbar, le triangle, mais j'ai tellement pas pratiqué que pour mettre en exécution, c'est compliqué et c'est pas fluide, c'est pas bon. Et je sais faire que ça en fait. Donc bon, c'est normal. Et avec mon coach, quand j'avais les cours, là où j'ai énormément progressé, c'était sur les middle, parce qu'il me les faisait travailler tout le temps, quasiment que ça. Les enchaînements qu'on faisait, c'était euh, jab, cross, middle de ma jambe arrière. J'ai répété ce combo je sais pas combien de fois, et en Thaïlande, de ce que j'ai compris, ça se passe beaucoup comme ça. Ils vont pas faire des combos très longs, et surtout pas avec les poings, mais ça va être des trucs assez courts pour perfectionner le mouvement. Donc j'ai fait énormément de middle jambe arrière, surtout que je pense qu'il a vu que c'était entre guillemets mon point fort, même si je dis ça les gars, je suis pas Taiwan Chai, j'ai pas les jambes de Taiwan Chai, mais il voyait que c'était, en tout cas à mon niveau, un mouvement que j'avais travaillé et que j'avais essayé de perfectionner et de maîtriser, et du coup il me le faisait travailler tout le temps, parce qu'il avait vu que j'aimais bien et que c'était un mouvement dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Donc j'ai spammé les middle
Et je suis très content de l'évolution que j'ai eue parce que vraiment le middle, jambe arrière, c'est le coup que je préfère en boxe taille. Pour moi, c'est vraiment le coup emblématique de la boxe taille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est ce qui représente la boxe taille. C'est magnifique, c'est tout un art pour le maîtriser. Très beau, très esthétique, puissant en plus. Dans les combats, ça donne beaucoup de points. Euh, vive vive le middle jambe arrière en boxe taille. Ce coup est magnifique. Ensuite, ce qu'on a beaucoup travaillé, et ce à quoi je m'attendais pas du tout, je m'attendais pas à travailler ça, mais lui m'a fait travailler ça, mon coach, c'est les mouvements défensifs. Parce qu'il avait vu que dans des sparring, j'avais la mauvaise habitude du débutant de quand un mec en face est agressif, qui se rapproche et qui commence à mettre des coups, le débutant, et moi avant pas mal, c'était de se mettre un peu en boule, de pas bouger, de mettre ses poings devant sa tête, et en fait de se faire allumer. Parce que c'est la pire réaction à avoir, de se mettre en boule et de pas bouger. En fait, il faut bouger, il faut pas rester là, en fait, quand un mec est agressif et qui commence à t'enchaîner. Et lui, il m'a montré plein de mouvements défensifs pour parer ça et pour ne surtout pas se retrouver dans cette situation. Typiquement, c'est des blocages, en fait, c'est soit contrer le mec en allongeant ses bras, on va dire. Après, ça peut être avec sa jambe en se protégeant ou en faisant un pas sur le côté. On chasse la garde, le poing du mec, on pivote et on met un coup de pied, bref. Là, c'est un peu difficile pour vous expliquer comme ça en audio. Mais voilà, il m'a donné beaucoup d'outils défensifs pour éviter de me mettre dans cette situation du fœtus où tu te mets en boule et où tu te fais allumer. Donc trop bien. Un de mes meilleurs apprentissages, franchement, top 2 avec le middle, c'est le top 2 de mon apprentissage de ce séjour en Thaïlande. Ensuite, je peux vous dire aussi que je me sens un peu plus à l'aise sur les genoux et sur les tips. C'est des mouvements où je me sens bien. Les mouvements où je me sens moins bien, gros point faible encore sur les points. Les coups de poing, ça va pas. Je sais que c'est pas bien maîtrisé. On n'a pas beaucoup mis l'accent dessus. Voilà. Bon, bah, j'aurai le temps de le travailler. Je sais que ça, je vais devoir le travailler. Ensuite, on a la jambe gauche. Bon, j'ai fait des progrès en sachant qu'avant, là, quand j'ai fait mon premier camp de boxe thaï à Koh Phangan, je n'avais pas de jambe gauche. Quand je faisais des PAO ou quand j'ai fait le combat, c'est comme si je n'avais qu'une jambe. Vraiment, je savais pas l'utiliser. J'avais manque de mobilité qui faisait que ma technique n'était pas bonne. Mobilité de la hanche. Pareil, j'avais pas de puissance, pas d'équilibre, rien du tout, je savais pas l'utiliser. Maintenant, ça commence à venir. J'ai fait des progrès, mais je suis toujours pas complètement à l'aise, on va dire. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir surtout que, en fait, les progrès que j'ai fait avec mon middle, jambe arrière, ça m'a donné énormément confiance. Parce que je l'ai beaucoup travaillé. Hein. Ça, ce mouvement, je l'ai énormément répété. Et ça m'a donné de la confiance parce que je me dis maintenant, si je mets le temps et les efforts sur un mouvement, c'est sûr que je vais le maîtriser. Et c'est qu'une question de temps. Mon middle jambe arrière, c'était une question de temps. Mon middle jambe avant, ce sera aussi une question de temps. J'ai confiance en ça, donc voilà, le temps va faire son affaire. Et sinon, pour les sparring, les fameux sparring, comment ça s'est passé ? Déjà, bizarrement, j'ai fait plus de sparring en boxe anglaise qu'en boxe thaï, alors que j'étais dans une salle de boxe thaïlandaise. Mais c'est parce que les jours où je m'entraînais, comme je vous ai dit, à la fin des cours de groupe, il y avait les sparring. Et de temps en temps, c'était en anglaise, de temps en temps, c'était en boxe thaï. Et moi, les jours où j'allais à la salle, souvent, c'était les sparring en anglaise. Donc, je me retrouvais à faire des sparring en anglaise, plus qu'en boxe thaï. Et, bizarrement, alors que j'adore la boxe thaï et je préfère la boxe thaï à la boxe anglaise, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans les sparring de boxe anglaise, donc juste avec les poings. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, vraiment, les points, c'est mon point faible. Mais en sparring boxe thaï, j'ai encore beaucoup de mal à bien utiliser les jambes. Pourtant, au sac et au PAO, ça va. Mais en sparring, ouais. Donc, il me faudra plus de sparring boxe thaï. La prochaine fois que je vais en Thaïlande, je vais m'assurer pour surtout faire ça. Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de... Enfin, c'est là que j'ai envie de m'améliorer. Hein. C'est pas en boxe anglaise. Moi, c'est en boxe thaï, c'est utiliser les kicks. Donc, il va falloir que je mette ça en pratique. Après ce séjour, on va dire que c'était un moment pour perfectionner ma technique avec mon coach. Et la prochaine fois, on va plus bosser les sparring. Après, il y a le clinch aussi qui, pour moi, actuellement, est pas loin d'être inexistant au niveau technique. Je n'ai pas encore exploré cet aspect-là de la boxe thaï qui est encore un aspect très complet, très dense. Il y a beaucoup de techniques. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec la boxe thaï, c'est que c'est ultra complet
Et en fait, une fois que t'as... Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu mieux maîtrisé les kicks. Et en fait, il y a encore l'anglaise à maîtriser. Et il y a en plus le clinch, avec toutes ces techniques, les balayages, tout ça. J'adore ça, mais bon, du coup, ça demande beaucoup de travail. Et ça va être aussi un de mes gros focus la prochaine fois que je vais aller en Thaïlande. Essayer de faire beaucoup de clinch et progresser en clinch. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le clinch. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le corps à corps en boxe thaï. Et quand je discutais avec mon coach, à un moment, un soir, il voulait m'apprendre à faire du clinch. Donc en tout, on a dû faire une ou deux sessions où il me montrait le clinch. Et en fait, il avait utilisé son téléphone et Google Traduction pour me dire ce soir, on va faire du clinch. Je vais te montrer comment clincher, je vais te montrer quelques techniques. Et en fait, la traduction, donc il avait écrit en thaïlandais, et la traduction en anglais, quand il parlait de clinch, c'était wrestle. Donc il m'avait dit I will teach you how to wrestle. Et, et j'ai trouvé ça marrant, parce que du coup, wrestle, ça veut dire lutte en anglais. Et du coup, la traduction du clinch, en tout cas le corps à corps dans la boxe thaï en thaïlandais, c'est aussi considéré comme de la lutte. Et ça m'a fait penser à une vidéo qui était tombée dans mon feed de YouTube, qui était du genre l'histoire de la lutte ou pourquoi la lutte a envahi le monde entier. J'ai pas cliqué sur la vidéo, je l'ai pas regardé, mais en gros ça expliquait pourquoi on retrouve la lutte, ce sport de combat, dans le monde entier. J'ai pas vu la vidéo, mais je suppose que ça parle de ça, ou en tout cas ça m'a donné cette idée-là, que en fait, la lutte, depuis la nuit des temps, partout dans le monde, dans toutes les régions du monde, à un moment, il y a eu des mecs qui ont développé des techniques pour apprendre à faire tomber un autre mec en face d'eux sans donner des coups de poing. Juste se faire basculer, se jeter en l'air, se faire des balayages, se projeter, que ce soit en Thaïlande avec le clinch, en Russie avec la lutte, en Turquie, en Grèce, même au Japon. Au Japon, il y a de la lutte. On peut dire que les sumos, ils font de la lutte. Au Sénégal, en Afrique, il y a de la lutte. C'est juste des noms différents. Il y a peut-être des techniques différentes, mais en tout cas, on appelle ça lutte. En fait, lutter, c'est essayer de faire tomber son partenaire, son adversaire, par terre. Et j'ai trouvé ça... je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intriguant. Je voulais vous partager ça. Je voulais partager ça avec vous. Et ouais, c'est fascinant comme sport en vrai. L'histoire de la lutte, il faudrait que je regarde cette vidéo. Je vais essayer de la mettre en description si jamais vous voulez la regarder. Je ne l'ai pas vue, mais voilà, ça m'a fait prendre conscience que putain, ce sport est universel et partout dans le monde en fait. Et juste, il a des noms différents. Ressenti général de mon entraînement en Thaïlande, c'était top. Comme je vous ai dit, je suis très fier des progrès que j'ai fait. Ça me donne envie de continuer et de continuer la boxe thaï tout simplement. Actuellement, c'est mon sport préféré. J'aime trop m'entraîner en boxe, c'est un truc de fou les gars. J'espère pouvoir bientôt sortir une vidéo où je vais vous montrer mes progrès au bout de 6 mois d'entraînement. Ça fait 6 mois que je m'entraîne en boxe. Et ouais, je vais vous montrer tout ça sur YouTube. J'espère, il y a une vidéo qui va bientôt arriver. Et sinon, la chose que je changerai, la prochaine fois que je vais aller en Thaïlande, c'est je compte prendre beaucoup plus de cours privés parce que c'est là que j'ai techniquement progressé le plus. Parce que, en fait, t'es avec un coach et il s'occupe de toi. Comme je vous l'ai dit, il est concentré à 100% sur toi et forcément, tu progresses plus. Donc, pour aller plus vite, la prochaine fois, je prendrai plus de cours privés. Voilà. Sinon, on passe au moment où je vais vous parler un peu de comment choisir une bonne salle si jamais vous voulez aller en Thaïlande pour vous entraîner. Souvent, quand on cherche une salle en Thaïlande, on va avoir deux choix. Soit le choix de s'entraîner dans une salle familiale, je vais appeler ça une salle familiale, ça veut dire une petite salle en fait, où la salle est petite, plus ou moins petite, et il y a moins de monde. Et à côté de ça, on a les salles que je vais appeler les usines. C'est des grandes salles, donc des infrastructures beaucoup plus grandes. Il y a plus de monde qui vient. Souvent, ils ont beaucoup... les salles, c'est des grosses marques qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Là, directement, je pense à Tiger Muay Thai. Peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, regardez sur Instagram, sur YouTube pour vous faire une idée. Et souvent, même le business derrière est beaucoup mieux géré. Par exemple, Tiger Muay Thai, quand vous allez à Phuket, donc il y a la salle de boxe
qui est très grande. Il y a une boutique avec des shorts, des gants, enfin, il y a toutes les sortes d'équipements. Il y a même, je crois, je suis pas rentré, mais de ce que j'ai vu, là, à Tiger Muay Thai à Phuket, il y a même un genre de réfectoire, de restaurant pour les gens pour manger. Et il y a même un salon de massage brandé Tiger Muay Thai. Donc, enfin, c'est vraiment le business est gros, ça attire beaucoup de gens. Niveau marketing, niveau image, c'est très bien fait et ça attire beaucoup de gens. Il faut savoir que ni l'une ni l'autre est meilleure. Hein. Je vais pas dire les usines sont mieux ou les usines sont moins bonnes ou les petites salles familiales sont meilleures ou moins bonnes. Vraiment, ça dépend. Les deux peuvent être très bien comme les deux peuvent être moins bien. C'est pas comme ça qu'on choisit la salle dans laquelle on veut s'entraîner. Par contre, moi, là, ce que je peux vous dire, c'est que pour la première fois, j'ai testé une salle que j'appelle usine, mais elle était géniale. Hein. J'arrête pas de vous en parler. Là, je vais vous dire le nom. À Phuket, c'est Simbi Muay Thai. J'ai accroché direct. Pourtant, c'était une usine. Et moi, je pensais que les usines, justement, parce que ça brassait énormément de gens, il y avait énormément de gens, je pensais que la qualité allait être moins bonne. Et jusqu'ici, j'avais fait que des salles familiales. Moi, même à Kopangan, M19, on peut dire que c'est une salle familiale. Et du coup, je vais vous dire pourquoi Simbi était une excellente salle, même si c'est une salle usine, comme je vous ai dit, donc qui brasse énormément de gens. Et de ce que je vais vous dire de cette salle, la Simbi à Phuket, vous allez pouvoir comprendre comment choisir une bonne salle à votre tour. Et en fait, le truc pour choisir une bonne salle, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tester, en fait. Si vous n'avez pas d'expérience en boxe thaï ou que vous avez que de l'expérience en France, dans les salles en France, juste n'hésitez pas à tester des salles, parce que là-bas, c'est facile de s'entraîner. En fait, on peut prendre des cours à la journée. Donc, vous pouvez, pendant une semaine, juste tester plusieurs salles. Et à la fin, si vous restez plusieurs mois en Thaïlande, après la semaine de test, vous choisissez une salle qui vous a plu et vous restez jusqu'à la fin de votre séjour. Mais en gros, là, je vais vous dire pourquoi Simbi était top. Et si vous retrouvez ces caractéristiques dans des salles de boxe, c'est que c'est des excellentes salles de boxe thaï. Alors, la première chose, c'est qu'il ne te tue pas à l'échauffement. En fait, après l'échauffement, ça paraît normal, mais après l'échauffement, tu es encore frais pour t'entraîner et pour pouvoir bien travailler. Parce qu'après l'échauffement, là, c'est le vrai entraînement, quoi. C'est les PAO, c'est la technique, c'est le sparring. Et donc, à ce moment-là, tu as encore du jus pour bien travailler. Parce que j'ai été dans certaines salles où l'échauffement, pardon, déjà, il dure longtemps, il dure plus longtemps que la moyenne. Et en fait, après l'échauffement, t'es rincé. C'est pas juste un échauffement, en fait, c'est une séance de cardio. C'est comme si c'était une séance de Zumba en cours collectif dans des salles de sport que tu peux retrouver partout, qui sont faites pour te faire suer, te faire brûler de la graisse, brûler des calories. Et pour m'être entraîné dans des salles comme ça, ça fait pas plaisir. C'est pas cool, c'est chiant. En fait, tu termines l'échauffement, t'es crevé, et quand t'arrives dans le dur de l'entraînement, en fait, t'es fatigué musculairement, ton cardio a pris un coup, et tu peux pas travailler ta technique sérieusement. Donc ça, c'est un des premiers points, enfin le premier point fort de Simbi. Le deuxième point que j'ai noté, que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a 5 rounds de PAO. Comme ça, c'est gratuit. D'habitude, dans les salles où moi, à chaque fois, je m'entraînais, c'était 3 rounds de PAO par cours. Et là, Simbi, il t'en donne 2 de plus. Pourquoi je trouve ça cool ? Parce que moi, en fait, c'est le moment que je préfère pendant les entraînements, c'est les PAO. C'est là où je peux bien améliorer ma technique, la distance, la puissance, et puis la technique, comme je l'ai dit. Et donc, en fait, juste le fait qu'il te donne plus de temps pour travailler ça, moi, j'ai adoré. Autre point, les sparring. Là, à Simbi Muay Thai, il y avait des sparring tous les jours, quasiment. On va dire ça fait 6 cours par semaine. Non, il y a 6 jours x 2, ça fait 12 cours par semaine. Et sur les 12 cours de la semaine, allez, peut-être il y en a 3-4 maximum où il n'y a pas de sparring. Le reste, tu peux faire des sparring. Et les 3-4 cours où il n'y a pas de sparring, ce sera du clinch ou autre chose. Je crois que le samedi, j'y suis allé quelques fois. Et en fait, le samedi matin, au lieu que ce soit les sparring, c'est révision du ramoué. Vous savez, c'est la danse que les combattants font avant chaque combat. Et j'ai trouvé ça cool qu'il y avait ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a 3-4 cours où il n'y a pas de sparring. Sinon, tout le reste, il y a du sparring. Donc pour les gens qui veulent s'améliorer en sparring, il y a la possibilité à quasiment chaque cours.
Parce qu'encore une fois, j'ai testé des salles, notamment une petite salle familiale à Chiang Mai, dans laquelle je me suis entraîné, je crois, 2-3 semaines. Et en fait, pendant les 2-3 semaines, je crois que j'ai dû faire 2 sparring. Il y a 2 séances où j'ai fait des sparring, c'est tout. Donc voilà, un peu chiant. En fait, t'as pas moyen de te mettre dans des situations réelles de combat, et qui est les sparring. Et du coup, bon, niveau progression, t'es assez limité. Donc voilà, encore un truc qui prouve que Simbi sont excellents. Autre chose qui m'a énormément surpris et que j'ai revu nulle part, c'est que en fait, bon, dans toutes les salles quasiment en Thaïlande disent qu'ils peuvent accueillir tous les niveaux. Et c'est vrai. Mais dans Simbi, j'ai jamais vu une application de cette phrase aussi bien faite. C'est-à-dire que pendant les cours collectifs, ils se débrouillent pour que ce soit accessible à vraiment tous les niveaux. Donc du mec qui va combattre au one, au mec qui sait pas encore mettre un jab et un cross. Tout ça en un seul cours. Parce que, en fait, dans le cours, à un moment, quand tu passes le travail au sac, les PAO, l'échauffement, il y a un moment où ils vont demander aux gens qui veut faire des sparring. Donc, les gens qui veulent faire des sparring vont faire des sparring. Et les autres qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le niveau, ils seront un peu divisés dans des groupes. Et les coachs vont se répartir la tâche pour que, en fait, en même temps, dans ce cours-là, il y a des mecs qui font du sparring haut niveau. Mais quand je dis haut niveau, c'est très très haut niveau. Parce que à Simbi, j'en reparlerai sur le dernier point, mais il y a des mecs qui combattent au one. Donc l'organisation, je crois que c'est la plus grosse organisation de boxe thaï dans le monde. Il y a des mecs qui combattent là-bas, qui s'entraînent à Sinbi. Et donc si tu as vraiment un bon niveau, un très bon niveau, tu peux t'entraîner et faire des sparring avec eux. Donc ça, c'est assez rare. Hein. Faut être excellent. Mais je veux dire, c'est possible. Après, tu as les sparring intermédiaires. Donc par exemple, ce que j'ai fait. Et là, t'as de tout niveau. Hein. Au niveau des sparring, t'as des mecs qui débutent les sparring. T'as des mecs très très chauds. Donc tu peux tourner avec ce type de personnes. À côté de ça, ils s'occupent aussi des personnes qui ne veulent pas faire de sparring ou qui ont peur ou qui n'ont pas le niveau, et ils vont juste enseigner la technique. Et à côté de ça, tu auras encore un groupe de coachs qui vont s'occuper des gens qui ne savent pas, juste mettre un jab cross, quoi, ou même des coups de pied, ou qui savent pas se déplacer, qui n'ont aucune base en Muay Thai. Et tout ça dans le même cours. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est professionnel, c'est bien fait. La phrase de on est une salle qui accueille tout le monde, tout niveau, et ben là, elle est véridique, elle est plus que véridique. Donc chapeau pour l'organisation. Putain, c'est beau. Autre chose, dernière chose, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, il y a des combattants, des mecs qui combattent au One FC, qui s'entraînent dans cette salle. Donc ça veut dire que les coachs, ils doivent être aussi à la hauteur, en fait, parce que c'est eux qui leur tiennent les PAO. T'as aussi des coachs qui combattent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent des cours et en même temps, ils font leur préparation physique. Et à la fin de la semaine, ils ont un combat. Donc tu vois que c'est des mecs qui sont encore dans le circuit, quoi. Ils sont coachs, mais en même temps, ils combattent. Pas tous, hein, mais en tout cas, il y en a. Et ça, c'est une preuve que bah, c'est une salle avec un très bon niveau. Si toi, t'es déjà très fort en boxe thaï, ils vont te régaler. J'ai vu par exemple un gars que je connaissais pas, mais c'est un combattant, je crois il a bientôt 40 ans, donc c'est un mec il a de la bouteille dans la boxe thaï. Il s'appelle Sam-A, enfin c'est A, mais je suppose que ça se prononce Sam-A, je sais pas trop. C'est un fighter que je connaissais pas, et je l'ai vu s'entraîner avec des coachs de Simbi. Je l'ai vu tourner et tout, du coup j'étais curieux, j'ai regardé un peu sur internet des combats, sur YouTube, des combats qu'il a fait. Putain, le mec est trop chaud. Il est trop chaud. Il a même il a fait un combat récemment contre Agarty. J'ai regardé ses vidéos. Enfin bref, bon, tout ça pour vous dire que il y a des mecs ultra chauds. Et du coup, il faut que les coachs, les mecs qui leur tiennent les PAO, soient aussi ultra chauds. Et ces coachs qui tiennent les PAO à ces professionnels-là, on peut prendre des cours privés avec eux. Et c'est le même prix pour tout le monde. Donc en fait, quand tu vas dans cette salle, tu as la chance, tu as l'opportunité de prendre des cours privés avec des brutes qui tiennent les PAO à des brutes qui combattent au One FC. Et ça, c'est incroyable. Et tout ça, en fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui fait que pour moi, Simbi est une excellente salle. Et si vous retrouvez ce genre de choses dans des salles, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous pouvez vous entraîner les yeux fermés. Bon, pas trop, parce que sinon vous allez vous manger un KO. Mais voilà. Bon.
Et ben, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Un peu différent du premier, mais comme je vous ai dit, je teste des formats, on voit. Le prochain sera encore différent. N'hésitez pas à me faire un petit retour. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente semaine.